Bonjour à toi, aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo pour te parler de mon parcours de médiumnité. C'est quelque chose qu'une amie a fait il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça assez sympa, c'est vrai que moi je l'évoque assez régulièrement directement euh, auprès des personnes qui viennent me voir, mais je ne l'ai jamais fait ici sur ma page. Euh, et puis ça peut vraiment, je trouve, partager notre parcours, donner des clés quelquefois à d'autres personnes qui vivent un parcours un peu similaire ou pas, parce que chacun fonctionne très différemment, mais je trouve que c'est toujours riche et intéressant de voir comment chacun a vécu, construit sa médiumnité, comment elle est venue, comment on a appris à vivre avec, etc. Et j'ai envie de partager avec tout ça, avec toi, tout ça aujourd'hui du coup. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment s'est passé mon parcours de médiumnité. En fait, moi je suis euh, médium depuis l'enfance. Alors c'est un terme que j'aime pas trop dire parce qu'on n'est pas médium enfant en fait, on a des aptitudes médiumniques mais on n'est pas médium parce que médium ça implique des qualités, ça implique des compétences, etc. Donc évidemment je savais absolument pas quoi en faire à l'époque, mais je suis médium depuis l'enfance dans le sens que je voyais déjà à l'époque des âmes errantes et j'étais très très sensible à mon environnement et aux énergies subtiles. Les premiers souvenirs que j'ai remontent à mes 9 ans, mais je pense honnêtement qu'il y en avait déjà avant, mais comme j'ai très très peu de mémoire avant, en fait, je suis incapable de le dire. Mais en tout cas, mes premiers souvenirs d'âmes errantes et de choses comme ça qui me font un petit peu peur remontent à mes 9 ans. Donc j'étais vraiment très connectée en fait déjà enfant et je pense que ça me vient de mon vécu, de là où j'étais mise, dans quelle situation j'ai été mise dans mon histoire personnelle et familiale, mais aussi de ma personnalité. C'est vrai que j'étais assez seule et je passais beaucoup de temps en solitaire, beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps à créer et j'étais vraiment très observatrice du monde qui m'entourait. Et je pense que ça a vraiment été une clé en fait, une clé du développement de mes sens au tout départ. Parce que d'être dans cette capacité d'observation, en fait, ça nous rend vraiment capable de percevoir tout plein de choses qu'on ne voit pas autrement quand on ne fait pas attention en fait. Et moi j'étais tout le temps un petit peu en retrait comme ça, à observer un petit peu les gens et puis je me retrouvais à savoir des choses sur les gens qui allaient venir à la maison que je connaissais pas encore, que j'ai juste croisé, je captais quelque chose et je ne savais pas encore et je le découvrais après par la suite. Et je me suis dit, ah bah tiens, je me trompais pas, il se passait bien ça dans sa vie. Et déjà quand j'étais toute jeune enfant, je savais des choses comme ça sur les gens, j'avais cette perspicacité que je ne pouvais pas avoir autrement et pourtant je savais en fait. Il y a des choses de leur vie que je savais. Donc ça c'est quelque chose que vraiment j'ai toujours eu dans mon enfance et c'est venu très 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 rapidement même si je savais absolument pas quoi en faire. C'est juste parce que j'avais une grande aussi capacité d'observation avec ce recul solitaire que j'avais et ce regard sur le monde qui était particulier avec déjà une sensibilité, une hypersensibilité à mon environnement qui était déjà toute particulière, un sens de la créativité, etc. Il y avait vraiment une sensibilité déjà très présente, de toute façon, qui venait aussi nourrir tout ça. Donc j'ai grandi avec tout ça, et puis je me suis retrouvée à 18-19 ans à accompagner des personnes, à faire partie d'un, alors, c'est un forum de discussion où on m'avait demandé d'être modérateur, mais c'était un forum très pro en fait, hein, qui était assez réputé à l'époque, et on était là en écoute de personnes en situation de dépression ou d'autres pathologies, et évidemment on renvoyait vers les médecins, hein. Notre rôle n'était absolument pas de donner des conseils ou quoi que ce soit, c'était vraiment de l'écoute active et du soutien en fait, hein, de l'échange, du dialogue. Et avec le recul, je me dis, bon sang, à 18 ans, je faisais ça, j'étais déjà dans l'accompagnement des personnes, d'une certaine manière, ça m'intéressait déjà énormément, et j'avais déjà trouvé ma place à ce moment-là. Sauf que moi, professionnellement, j'étais partie sur une voie professionnelle à mes 16 ans, et j'avais pas envie d'en changer parce que j'étais partie sur cette voie-là, et je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Donc du coup, je suis restée dans ma voie, hein, qui était administrative, moi j'étais assistante de direction de métier à la base. Mais je m'étais toujours dit à 19 ans, si j'avais su, j'aurais été psychologue, par exemple, quelque chose comme ça. Et à 19 ans, je me faisais cette réflexion-là, mais il était pas tard et pas tard, mais en tout cas, j'ai pas suivi cette voie-là. Et en même temps, tant mieux, parce que c'est pas ce qui aurait été juste pour moi par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Je me rends compte maintenant que j'ai fait mon chemin de toute façon. Donc j'ai poursuivi mon petit chemin, puis à 18-19 ans, mes perceptions se sont vraiment amplifiées. J'étais vraiment toujours dans cette façon de voir le monde, les gens et la vie dans une façon de voir déjà unique et particulière, une sensibilité particulière. Et puis déjà, les gens venaient à moi beaucoup en demande de conseils, hein. Ça m'a pris vraiment très jeune dans mon adolescence, puis après dans toute ma vie. C'est-à-dire que je suis pas censée savoir les choses mieux qu'eux, mais tout le monde arrivait à moi comme si j'allais avoir la réponse quoi, à leurs problèmes, à leurs questions, ce qui d'ailleurs était le cas, ce qui est assez dingue parce que j'ai jamais rien fait pour ça.
mais on me disait, c'est comme si tu voyais tout le temps les deux côtés d'une même pièce de monnaie, quoi. Tu arrives à voir pourquoi les gens ils ressentent ça, ce qu'ils ressentent, et à trouver les mots justes pour leur permettre des prises de conscience et leur permettre de trouver leur chemin et de se sentir mieux, quoi. Et ça a toujours été le cas, même dès mon adolescence. Et les gens venaient à moi, ils venaient à moi, ils venaient à moi, ils venaient à moi, puis moi je faisais ça naturellement, j'ai jamais compris pourquoi. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose, même si je l'assume aujourd'hui, mais je ne l'ai pas assumé pendant des années. J'avais ce mot guide, je me sentais guide, quoi. Je me sentais pas médium, à l'époque je n'utilisais pas ce mot-là, je me sentais pas médium, je me sentais pas énergéticienne ou quoi que ce soit. Par contre, au fond de moi, j'avais le sentiment d'être un guide. Et c'est bizarre parce que ça peut paraître un peu pompeux, mais j'avais vraiment ce mot-là qui résonnait dans ma tête, quoi. Et puis c'est vraiment ce que je faisais pour les gens qui venaient à moi, vraiment, vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était assez impressionnant. Euh, et puis à mes 18-19 ans, en plus, j'ai traversé une période encore très très difficile, hein. Toute mon enfance, de toute façon, n'a pas été forcément hyper facile pour moi. Et mon adolescence, pareil, hein, jusqu'à mes 20 ans, ça a été assez compliqué. Et, euh, et j'ai vraiment commencé à développer à ce moment-là ma médiumnité. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, je me suis mise à faire des rituels avec la lune, alors que j'avais jamais rien lu sur le sujet. Ça m'a pris comme ça. Un jour, je suis sortie à la pleine lune. Dans mon terrain, on avait un grand terrain avec un étang entre deux forêts. C'était merveilleux, j'étais toute seule. Et je me suis dit, moi, je vais demander quelque chose à la lune. Et avec des mots du cœur, une bougie et la pleine lune, j'ai demandé quelque chose. Et en fait, c'était un rituel entre guillemets magique. C'est on peut appeler ça comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, la magie fait partie de ma vie, ça fonctionne très très bien, avec beaucoup de pragmatisme, on peut très bien la pratiquer de manière tout à fait cohérente et terre à terre même, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est un aparté, mais ça fait partie de ma vie depuis longtemps aussi. Et je l'ai pratiqué et j'ai été mais vraiment atterrée de l'efficacité de cette demande à l'univers que j'avais fait, qui était ma première demande, j'avais 19 ans. Et un mois après, tout est arrivé dans ma vie comme ça, alors que j'avais pas demandé des petits trucs faciles, quoi. Et en plus, tout était vraiment hyper détaillé, hyper précis. J'ai juste halluciné, quoi. Et en plus, dès le lendemain que j'ai fait ce rituel-là, j'ai vraiment eu des messages de l'univers. Je me souviens avoir été réveillée par ma fenêtre, ça tapait à la fenêtre et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui tape comme ça? Et je me réveille, je vais voir, il y avait des corbeaux à la fenêtre qui tapaient avec leur bec. Il y en avait au moins 5 qui tapaient le long de ma fenêtre comme ça, et ça m'a réveillée. Bon, aujourd'hui, je sais que les corbeaux sont très reliés, notamment aux capacités psychiques et au côté magique, hein, et à l'au-delà, hein. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, je suis réveillée comme ça par ces corbeaux qui tapent à ma fenêtre. Donc, je me lève. Au moment où je me lève, je vais voir les corbeaux. Puis les corbeaux, quand j'arrive devant la fenêtre, ils s'envolent. Et ils attirent mon regard dans leur vol vers le milieu de mon terrain. Il faut savoir qu'on était en automne, hein, donc il y avait pas mal de feuilles par terre, mais il y avait zéro vent. Les arbres bougeaient pas du tout. On avait plein d'arbres chez nous, donc je voyais bien que ça bougeait pas. Puis les corbeaux s'envolent, ils vont dans une direction. Et puis, euh, et puis dans cette direction, mon regard se pose au sol où je vois des feuilles morses comme ça, commencer à tourner dans un tourbillon comme un mini ouragan, quoi, en fait, et qui s'élève comme ça dans un mini ouragan dans le ciel. Puis j'étais à peine réveillée, je venais de me lever, et au moment où j'ai une espèce de conscientisation, mais qu'est-ce qui se passe là? Les feuilles font pouf, et puis s'éparpillent absolument partout et retombent au sol au moment où je prends conscience de ce qui se passe, quoi. Et c'était juste hallucinant parce qu'il n'y avait aucun vent autour, il n'y avait rien, et à cet instant j'ai su, il y a quelque chose en moi qui a su que j'avais été entendue, que l'univers m'avait entendue, et ça a changé vraiment, vraiment quelque chose dans ma spiritualité très très fortement à partir de ce moment-là. Et effectivement, j'avais été entendue parce qu'un mois après, tout ce que j'avais demandé et qui était vraiment pas simple s'est produit dans ma vie, et j'ai juste trouvé ça hallucinant. Donc ça, c'était une de mes premières expériences en dehors des Amérantes. Je ne leur parlais pas encore à ce moment-là aux Amérantes, mais par contre, je travaillais déjà d'une certaine manière avec l'univers, même si c'était très intuitif finalement ce que je faisais, puisque je n'avais aucune formation, je ne m'étais pas renseignée, j'avais rien lu sur le sujet, mais pour moi c'était naturel, quoi. C'est venu vraiment comme ça. Et c'est vraiment comme ça, petit à petit, en reliance aussi beaucoup avec la nature, que ma spiritualité s'est développée, que je m'y suis intéressée, que j'ai continué dans cette pratique-là. Et autour de mes 19 ans, par là, même un peu avant, mais bon, voilà, je vous dis à peu près, euh, j'ai rencontré des personnes, et en fait, moi, je m'étais toujours considérée comme très imaginative, moi qui avais passé beaucoup de temps seule, qui était créative. Bon, j'étais beaucoup dans mon imaginaire, beaucoup de mes pensées. D'ailleurs, quand j'étais petite, on me disait tout le temps Magali, la tête dans la lune, hein, sur les
Sur les bulletins de notes, tête dans la lune, tête dans la lune, tête dans la lune. Bah, il croyait pas mieux dire en fait, hein. C'était tout à fait ça, tête dans la lune. Voilà, et en fait, j'ai perdu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais en fait, ouais, j'étais tout le temps la tête dans la lune quand j'étais jeune. Et en fait, j'avais tout le temps des images qui défilaient dans ma tête, comme des mini-films, et des fois juste une image, des fois un mot que j'entendais à l'intérieur de ma tête. Euh, et en fait, je croyais que j'étais juste très imaginative, et en fait, que c'était voilà, c'était ma créativité, etc. Et un jour, à travers mes rencontres, je me suis rendu compte dans mes échanges et à travers du concret que en fait, c'était pas du tout mon imagination, c'était pas du tout de la créativité, que en fait tout ce que je voyais, ça avait un sens en fait. Et moi, les médias ont tous un ou plusieurs sens, mais ont tendance à avoir certains sens qui sont plus prépondérants que d'autres. Moi, c'est la clairvoyance. Moi, vraiment, c'est voir. Je vais être aussi clairaudiente, mais je vais être beaucoup moins sensible. Ça va être quelque chose en retrait pour moi. Je vais entendre, mais c'est pas mon sens prioritaire. D'ailleurs, j'ai du mal à assimiler les choses que j'entends dans la vie. Je suis plutôt visuelle. Et ben, c'est pareil en fait. Là, mon sens premier, c'est vraiment la clairvoyance. Et moi, je voyais des choses vraiment devant moi qui défilaient. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un sens quand un jour j'ai partagé ça, puis on m'a dit non, mais tu viens de me décrire ma vie en fait, tu viens de me décrire ça, 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 et là je dis ah bon. J'étais sûre. Et en fait, si. Et à partir de ce moment-là, bah, du coup, j'ai commencé à expérimenter ça, et puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois, en fait, bah, je racontais des choses de leur vie que je ne pouvais pas savoir aux gens. Et je me suis dit, bon, dans ce cas, comment je peux l'utiliser? J'ai commencé à travailler ça. J'ai commencé à essayer de voir des choses du futur aussi, pas seulement du passé et du présent, à identifier qu'est-ce qui était passé, présent, futur, ce qui était à l'époque loin d'être évident, parce que tout se mélangeait et tout arrivait en même temps. Et au début, c'est vraiment compliqué de savoir si c'est soi, si c'est mon mental, si c'est vraiment ce qui vient de la personne, si c'est son passé, son présent, sa future, ou si c'est même une autre vie, une vie antérieure. À ce moment-là, je pensais pas du tout à ça, j'étais pas là-dedans. Mais tout arrive en même temps, donc au début, c'est compliqué de faire la part des choses. Mais en tout cas, je savais que ça voulait dire quelque chose et c'était déjà un pas énorme. Et je savais que j'avais cette capacité à ressentir des choses sur la vie des autres, en fait, et sur leur histoire et sur leur âme. Et que j'étais en plus capable de leur transmettre des messages qui allaient pouvoir les aider, ça je le savais déjà d'avant. Donc j'ai commencé à expérimenter ça. Et vraiment dans le concret, la vie m'a amené des rencontres qui m'ont permis d'expérimenter vraiment dans un échange ouvert, quoi, avec des personnes qui étaient notamment sur des recherches sur eux-mêmes, qui avaient été adoptées, qu'ils ne savaient pas, ou des choses comme ça. Et je me suis retrouvée à finalement pouvoir dire des vérités à certains qui leur ont permis de recouvrir des pans de leur vie qu'ils ignoraient et qui se sont avérés vrais. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir des expériences comme ça qui m'ont vraiment permis de me dire, ok, waouh, il y a vraiment un truc et ça fonctionne vraiment, quoi. Dès le départ, dès mes 19-20 ans. Donc ça, c'était plutôt chouette parce que c'est vraiment l'expérience qui nous permet de, de voir que ça marche et de nous dire, ok, là, je pouvais pas savoir ça, quoi. Concrètement, je ne pouvais pas. Et puis, c'est pas juste un petit truc, c'est plein de détails, c'est plein d'infos avec vraiment les sentiments des gens, ce qu'ils ont vécu, à quel moment, comment ils se sentaient, ce qui s'est passé, comment ça s'est fini. Je veux dire, c'est pas juste un truc, c'est plein de trucs. Donc, à un moment donné, quand tout est juste et plein de fois et pas qu'une fois et pas qu'avec une personne, on est obligé de se rendre à l'évidence et de se dire ok, bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Puis donc j'ai expérimenté ça. Et puis je l'ai expérimenté de différentes manières. Quand j'avais 18-19 ans, déjà avant, j'avais commencé à méditer. Mais à méditer en musique. Moi, je suis pas une fanat de la méditation assis en tailleur ou devant la flamme d'une bougie. D'ailleurs, j'invite chacun à trouver la façon de méditer qui lui convient parce qu'il y a 1000 façons de méditer et en fait, c'est hyper important de faire le silence intérieur pour apprendre à développer ses sens. Mais il y a plein de manières de le faire. Il n'y a pas forcément qu'une seule. Donc, il faut juste trouver la manière qui vous permet, vous, naturellement, d'avoir ce recul et d'accéder à ce silence intérieur où il y aura cette petite porte du subtil qui va s'ouvrir et qui vous permettra de mieux capter vos propres sens. Puisque c'est la base de départ quand même, hein. C'est le point de départ pour développer ses capacités, en tout cas selon moi. Et donc en parallèle, j'avais commencé à méditer en musique autour de mes 18-19 ans, et c'était un total hasard, je savais absolument pas que je méditais. Mais je me souviens qu'à l'école, ils avaient déjà fait venir des personnes, des fois pendant l'intercours à midi, pour des séances de relaxation, ou je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'école, au collège, et on fait ça pendant 10 minutes et on a l'impression d'être parti pendant 1 heure au son de la voix de la personne. Donc je savais ce que c'était que la méditation, je savais quel effet ça faisait,
Mais moi, je ne méditais pas et je ne savais pas méditer. Et j'ai commencé à méditer en musique sans le savoir, en écoutant vraiment de la musique d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, j'étais très sensible dans ma sensibilité à la musique. Le chant, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Et les sons, même si je suis d'abord clairvoyante, par contre, les sons, c'est quelque chose qui m'est assez naturel, qui m'atteint fortement, qui me parle énormément. D'ailleurs, je les utilise en sonothérapie aujourd'hui dans mes soins. Euh, et donc j'ai commencé vraiment avec un casque sur les oreilles. C'était important pour moi d'avoir vraiment de me sentir enveloppée de ce son, à mettre des musiques que j'aime, puis des musiques longues, pas forcément des musiques rock ou autres. Moi c'était des musiques plus complexes, de jazz, de blues, des choses avec plus d'instruments, une richesse de jeu qui permettait ça aussi. Mais bon, après j'imagine qu'on pourrait le faire avec d'autres choses, mais avec la techno ça doit être un peu plus compliqué quand même de se relaxer. Mais bon, peut-être que oui, hein, je ne sais pas. En tout cas, moi à l'époque je mettais ce que j'aimais avec mon casque sur les oreilles, et puis j'essayais de concentrer mes sens sur mes oreilles, sur le son qui rentrait vraiment dans mes oreilles, de concentrer mon esprit sur ce son qui rentrait, sur comment il s'infiltrait en moi. Quelquefois, je sentais vraiment les basses vibrer dans ma cage thoracique, les aigus, je les sentais comme si vraiment ils m'élevaient, je sentais une énergie qui était plus au niveau vraiment de la tête. Et vraiment, je me concentrais sur ce son qui s'infiltrait en moi et comment je vibrais et ressentais ce son à l'intérieur de moi, que ce soit au niveau corporel, au niveau de mes pensées, au niveau de mes ressentis, par tous mes sens finalement. Et très très rapidement, je me suis aperçue que ça me faisait un bien fou et que j'accédais à un espace de silence intérieur, de calme. Et là, je me suis dit, mais ça fait du bien ça en fait. Et j'ai fait le lien et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était une manière de méditer en musique, puisque ça m'amenait un recul sur la vie et un silence de mes pensées, un lâcher prise de mon mental. Donc, c'est une façon de méditer. Et je me suis dit, ok, donc je vais continuer à faire ça en conscience. Et je l'ai travaillé pendant au moins 3 mois. Je dirais que c'est important de travailler ça, hein, pour développer ses sens. Donc j'ai travaillé ça pendant au moins 3 mois. Et puis au début, j'avais des pensées, ce que j'appelle des pensées analytiques, des pensées de ma conscience euh, bien présente, comme là, je suis en train de penser, si je pense à ma liste de courses, ou voilà, des pensées analytiques. Il y a la pensée analytique, puis il y a la pensée de l'inconscient, celle qu'on laisse venir, mais qu'on n'a pas réfléchi, qu'on n'a pas initié nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a ces pensées analytiques qui n'arrêtaient pas de revenir, qui, dans mon silence intérieur, et brisaient cet espace où il n'y avait pas de pensée. Et au début, j'arrivais à tenir que pendant 1 minute comme ça, sans penser. Et puis, j'ai essayé de les identifier, en fait, ces pensées-là. Je me suis dit, ok, quand il y a des images qui défilent ou qui viennent à moi et que je suis dans un silence intérieur, que je suis dans ma relaxation, comment je vois ces images-là, comment elles se présentent, est-ce qu'elles viennent de gauche, à droite, de devant, à quelle vitesse, de quelle manière, qu'est-ce que je ressens. Et a contrario, quand il y a des pensées analytiques qui viennent briser un peu ce silence intérieur, par où elles viennent. Et j'ai remarqué que ces pensées, elles venaient souvent un peu comme ça, un peu piquantes, un peu par le dessus. Enfin, c'est une image visuelle, hein, que je vous donne, ça se passait dans ma tête. Alors que les autres, c'était comme un film qui allait de gauche à droite, ou alors elles venaient vers moi, mais d'une autre manière. Et une fois que j'ai identifié subtilement comment venait chacune de ces pensées, c'est-à-dire celles que je ne maîtrisais pas, qui venaient de mon inconscient, de mes dons, capacités, et les autres qui venaient de ma pensée analytique, là, du coup je me suis dit, non, toi je te veux pas, je te repousse, je ne veux pas des pensées, je veux rester dans mon canal, dans mon silence intérieur. Et plus j'apprenais à repousser, plus je restais longtemps dans ce silence intérieur avec une absence de pensée très relaxante et qui permettait du coup de mieux capter les images que je recevais. Et comment les repousser, c'est simplement décider de dire non. On peut faire un geste dans sa tête de manière éthérique ou réelle, et dire non, on repousse et on se ressent sur le sens. Ici, le sens, c'était les oreilles. Vous savez, dans un soin énergétique, souvent on vous dit de respirer 3 fois, de prendre 3 grandes respirations au début d'un soin. Ce qui est important, c'est pas de prendre 3 grandes respirations, parce que respirer, on fait ça tous les jours et ça ne nous empêche pas de penser à notre liste de courses pendant ce temps-là. Ce qui est important, c'est de centrer, de dire à la personne de centrer son esprit sur le mouvement de l'air qui gonfle ses poumons, qui dégonfle ses poumons, parce que là, l'esprit va penser à une chose, il va se concentrer là-dessus, et donc il pensera plus au reste et il va lâcher prise et accéder à cet espace de silence intérieur. Et ça, finalement, c'est ce que je faisais avec ma musique. Je concentrais mes oreilles, mon esprit sur le son, et j'essayais d'écouter le son, de voir comment il vibrait, puis j'essayais de détecter chaque instrument, de tous les entendre, tous en même temps, sans forcément les décortiquer de manière analytique, juste d'être dans cet accueil et cette conscience, sans pensée analytique et rationnelle. Et chaque fois qu'une pensée analytique revenait, je faisais ah non, je la repoussais et j'essayais de rester le plus longtemps possible dans cet espace de calme.
Et en 3 mois, bah, je suis passée de, au début ça revenait toutes les 2 secondes, je suis arrivée en 3 mois à rester 10-15 minutes comme ça, sans quasiment aucune pensée ou quelques-unes, mais que je repoussais très rapidement, et à rester dans un espace méditatif extrêmement relaxant, et dans lequel je pouvais accéder encore plus facilement à ces images qui venaient de mon subconscient ou qui venaient de mes guides. À l'époque, je n'étais pas forcément encore consciente de tout ça. Et voilà comment j'ai commencé finalement à développer ma pratique, parce que du coup, dans cet espace de silence intérieur qui était plus grand, qui était plus large, j'ai commencé à comprendre que déjà dans ces espaces-là, j'avais plus de notion du corps. Au bout d'un moment, c'est comme si mon corps, je savais qu'il était là, mais j'étais plus capable de dire si j'étais assise, si j'étais debout, où j'étais, parce que j'étais vraiment dans un état modifié de conscience en fait. Et dans cet espace-là, non seulement les images elles défilaient et je pouvais aller plus loin dans ces images-là, les laisser aller plus loin pour raconter l'histoire jusqu'au bout, ou avoir plus de détails ou plus d'infos, là où avant c'était entrecoupé tout le temps et du coup ça suffisait pas pour comprendre le message intégralement. Mais non seulement je me suis rendu compte de ça parce que du coup j'étais plus longtemps dans cet espace de silence intérieur, de lâcher prise du mental total, mais en plus je me suis rendu compte que je pouvais être actrice, c'est-à-dire que je devenais spectatrice de mon esprit, mais sans pour autant en être à l'origine dans une pensée analytique, c'est-à-dire c'était comme un rêve inconscient, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'étais là à regarder ce qui se passait mais sans l'analyser avec mon mental en retrait. Et je me suis rendu compte que dans cet espace-là, je pouvais aussi être actrice et demander des choses et avoir les réponses instantanément dans ce que je recevais comme image. Et là, je me suis dit, ouh, c'est chouette. Donc, du coup, j'ai commencé à poser des questions à mon âme, à mes guides, et à recevoir les réponses dans ma tête, comme ça, de cette manière-là. Moi, j'ai commencé sans support. Il y a plein de gens qui commencent avec des supports, des cartes ou autres. Moi, ma médiumnité, à la base, comme la plupart, comme tous les médiums, normalement, un médium n'a pas besoin de support. On utilise des supports parce que c'est facilitant ou qu'on y prend du plaisir, mais on n'en a pas besoin. Et donc j'ai commencé sans support, donc c'est génial parce qu'en fait j'ai commencé un petit peu par le plus gros truc que j'avais à apprendre, et après le reste, j'ai envie de dire les supports, c'est qu'un support, donc c'était facile quoi. J'ai envie de dire, une fois qu'on a compris comment fonctionne la base, le reste reste facile et reste que du plaisir à utiliser des supports qui nous plaisent. Donc voilà, j'ai commencé à poser des questions et à avoir des réponses, et puis au début je ne savais pas comment interpréter tout ça. Je leur dis, mais ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis dit, tiens, je vais interpréter ce que je vois, puisque je voyais des images. Je vais interpréter ce que je vois comme si j'interprétais des rêves. Et je me suis dit, je me suis offert un bon dictionnaire des rêves, mais alors par contre, il y en avait plein qui racontaient n'importe quoi. Donc vraiment, j'ai été vers un qui m'appelait et qui me semblait vraiment, vraiment pertinent, précis, et qui à l'époque m'a beaucoup parlé. Mais je le complétais aussi avec d'autres choses que je voyais sur Internet. Et donc, du coup, ça me demandait quand même pas mal de temps parce que j'allais dérouler le fil de l'histoire et puis j'allais regarder la signification. euh, si c'était comme dans un rêve, qu'est-ce que signifierait ce symbole-là? Mais le problème, c'est que je voyais pas qu'un symbole, c'était des films, donc il fallait que j'aille voir chaque symbole, que je prenne compte si c'était une ambiance sombre, une ambiance lumineuse, comment je me sentais, est-ce que je me sentais bien, est-ce que je me sentais pas bien, qu'est-ce qui était en premier, qu'est-ce qui était à la fin, parce qu'en fait, c'est pas juste un signe ici et là, c'est une abondance de choses, une continuité de choses qui racontent une histoire. Donc tout a son importance, l'ordre a son importance, l'espace, l'ambiance, les ressentis, tout a son importance. Et donc je passais quand même beaucoup de temps à analyser tout ça pour un seul message, tout ça pour arriver à certes quelque chose de hyper cohérent et comme message, mais ça me demandait un petit peu de temps. Mais ça m'a quand même permis d'apprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnaient mes perceptions, de les affiner, de les travailler. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin en fait du dictionnaire des rêves, qu'il suffisait de me demander à l'intérieur mais qu'est-ce que ça veut dire, et que j'allais avoir un autre signe ou un autre message ou un autre ressenti ou une autre pensée qu'elle allait me donner l'info. Et en fait j'ai arrêté de faire tout ça, et heureusement parce que c'était quand même sinon un petit peu chiant, mais bon j'avais 18-19 ans donc voilà, à l'époque c'est comme ça que j'ai commencé. Et, et en fait du coup j'ai eu toutes les réponses à l'intérieur de moi et j'ai juste appris à écouter en fait et à aller plus loin. Comme je le dis souvent, c'est important de dérouler le fil. La magie, elle n'est pas dans le premier signe qu'on reçoit. C'est le signe, ok, c'est génial, mais c'est un point d'entrée. Il faut laisser dérouler les choses après. On a ce point d'entrée de ce signe, ok, on reste dans cette posture d'accueil et on attend voir s'il y a d'autres choses qui arrivent. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça va permettre de voir un tableau global à la fin qui va avoir un sens.
Mais juste le truc, si on s'arrête là et qu'avec notre pensée on se dit ah c'est génial, j'ai reçu un signe, mais qu'on ne sait pas ce que ça veut dire et qu'on n'attend pas à voir, qu'on reste pas dans cette posture de silence pour recevoir d'autres choses, là ça risque d'être difficile de vraiment comprendre le message global. Donc en fait, si j'ai une chose à vous conseiller, d'ailleurs c'est ça, c'est d'essayer de rester le plus possible, de travailler la méditation, d'essayer de lâcher votre mental, d'essayer d'ouvrir cet espace où vous pouvez accueillir le subtil parce que le mental prend plus toute la place. Et une fois que vous captez un message, ainsi ne pas revenir dans votre tête, de rester dans cette posture d'accueil où on n'est pas dans une attente. Être dans l'accueil, ce n'est pas être dans l'attente, c'est accueillir quelque chose qui va peut-être arriver, peut-être pas, mais on ne sait pas comment. Mais ça ne veut pas dire attendre. Si on est dans l'attente, on est forcément dans le mental. Si on est dans l'accueil, on est dans notre silence intérieur. C'est pas la même chose. Mais ça se travaille. Et du coup, rester dans l'accueil, il y a d'autres choses qui vont venir, qui vont compléter le tableau, qui vont vous permettre de trouver votre cohérence et d'avoir toutes les réponses finalement à l'intérieur de vous. Et ça se fait par tous les sens. Ça peut être une sensation corporelle, émotionnelle, un ressenti, une pensée, un souvenir, une image, un son entendu, une odeur. Voilà, il faut utiliser tous ces sens parce que chacun fonctionne différemment et pour certains, ça va plus passer par le corps et pour d'autres, ça va être complètement différent. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça par moi-même, comment moi je fonctionnais et qui est différent de d'autres médiums, de d'autres personnes. Et petit à petit, en travaillant ça, j'ai réussi à faire fonctionner et à comprendre de plus en plus comment fonctionnaient mes perceptions, puis à les utiliser pour autrui, parce qu'une fois que j'avais compris pour moi comment je pouvais dérouler le fil et avoir des infos, bah du coup c'était facile de le faire pour d'autres aussi, puisque j'avais déjà cette capacité de toute façon de me connecter à leur âme et déjà de connaître des infos que je ne savais pas. Sauf que là en plus je pouvais dérouler le fil et ne pas juste recevoir une info, mais euh, vraiment comprendre l'ensemble pour retransmettre tout un message, quoi. Et du coup, ça c'est génial parce que par exemple, en soin, ça me permet de pas juste dire bah tiens, j'ai ressenti de la chaleur là, mais de dire là, j'ai ressenti ça parce que pour moi, il y a ça, il y a eu tel vécu ou telle histoire, et là, on vous invite à ça et on a travaillé là-dessus. Et voilà, et ça, on peut le faire que vraiment si on apprend à dérouler le fil pour avoir l'image globale. Moi, je dis souvent, c'est un petit peu comme, vous savez, les jeux qu'on avait à l'arrière des boîtes de céréales, quoi. Vous savez, on a des petits points avec des numéros, puis il faut relier les points pour faire un visage ou une forme. Et bien, des fois, les signes, c'est un peu pareil. Euh, il faut relier les points et il en faut plein de points pour arriver à avoir l'image globale et à comprendre et à la voir, cette image globale. Ben, c'est un peu pareil. Il faut dérouler le fil pour avoir plus de choses. La plupart du temps, c'est nécessaire, plus d'éléments pour comprendre l'ensemble. Donc pour ça, il faut rester le plus longtemps possible dans cette posture d'accueil et ne pas s'arrêter juste au premier ressenti et le laisser prendre toute la place en nous et continuer à accueillir et dans une ouverture totale et un silence total mental pour que on ait toute cette cohérence. De la même manière, quelquefois nos signes nous envoient, nos guides nous envoient des signes, mais sur plusieurs mois. Parce que des fois, il nous faut ce temps-là de gestation pour comprendre, et c'est comme ça. Et on a beau leur dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas. Et puis des fois, au bout de plusieurs mois, on va faire ce fameux schéma et on va voir l'ensemble et relier tous les points et dire, ah, c'était ça, vous pouviez pas me le dire plus tôt. Mais en fait, c'est comme ça. Et c'est magique, mais c'est pas magique en même temps. Il faut se laisser le temps aussi. On reçoit aussi pour nous ce qui est cohérent à l'instant T. Et si on a besoin d'un temps pour apprendre, pour se construire, pour comprendre, bah, il faut se laisser le temps là et être juste. Tout ce qu'on peut faire, c'est être dans l'accueil et être activement dans l'accueil et mettre en place des choses par rapport à ce qu'on a compris une fois qu'on l'a compris pour aller encore plus loin. Et c'est tout, finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Donc voilà, donc tout ça c'était à mes 18-19 ans. Et puis c'était mes premières expériences, donc rituel magique, le fait que les gens viennent toujours vers moi pour du conseil, que je me sente vraiment guide. Bon, je voyais toujours des améropes, mais j'en faisais rien à l'époque encore. Donc ça c'est venu, j'ai travaillé ça plus tard. J'ai d'abord travaillé vraiment la guidance en fait intérieure. D'ailleurs c'est aujourd'hui je fais des soins énergétiques, de la guidance, du coaching, je fais des formations, je fais différentes choses, mais ce que c'est pas ce que je maîtrise plus parce que je suis à l'aise dans le reste aussi, mais c'est ce que j'ai travaillé en premier, c'est la guidance sans support en fait. C'est dans ta capacité de percevoir des messages et de les retransmettre dans un message cohérent et complet. Donc du coup c'est ce qui m'est le plus naturel et aisé parce que c'est la première chose que j'ai travaillé. Puis j'ai 39 ans donc ça remonte à 20 ans quand même, donc ça fait 20 ans que je vis avec ça, puis que j'ai eu la chance de pratiquer ça très jeune et de commencer à comprendre très jeune comment je fonctionnais. Donc voilà, mais ça demande de l'implication,
vraiment travailler à faire le silence du mental. J'insiste et je réinsiste vraiment là-dessus parce que c'est hyper important et peu importe comment vous le faites et ce qui vous permet de faire ce recul, ça peut être la musique, ça peut être la méditation, ça peut être autre chose, mais il faut travailler ça parce que faire taire le mental, ça permet de s'ouvrir à des sensations du subtil et si on s'ouvre à ces sensations du subtil, on peut mieux les recevoir, les accueillir et si on peut mieux les accueillir, on peut apprendre à les comprendre et si on peut apprendre à les comprendre, on peut développer ses sens. Mais ça, pour moi, c'est dans ces étapes-là. Donc il y a une base et la base, c'est cette posture de silence intérieur. C'est une des bases, parce qu'après il y en a d'autres, c'est-à-dire l'introspection. Pour moi, c'est une base importante. On ne peut pas se développer si on ne se connaît pas soi-même. Et malheureusement, il y a plein de personnes qui ne savent pas qui elles sont du tout. Et ça, c'est hyper important. Et pour savoir qui on est, il faut s'écouter. Et l'accueil du subtil, c'est déjà apprendre à s'écouter soi, à écouter ses besoins, ses pensées, ses ressentis. Quand on commence à s'écouter intérieurement, après on saura écouter son âme et ses messages et les messages de nos guides aussi. C'est important, ça commence par là. Apprendre à s'écouter déjà intérieurement, c'est déjà écouter un peu subtilement ce qui se passe en nous, et après on pourra écouter subtilement ce qui se passe dans l'univers en apprenant à lâcher prise sur notre mental. Donc c'est quelque chose de très important aussi parce que sans introspection, pour moi, pas de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, on peut pas prendre on peut pas prendre les décisions de manière en étant acteur de notre vie, donc d'une certaine manière on subit, et en plus on prend des décisions sans être sûr que ce soit juste et bon pour nous puisqu'on ne se connaît pas. Et si on ne prend pas les décisions qui sont justes et bonnes pour nous, bah, ça veut dire qu'on n'est pas responsable acteur de notre vie et que finalement on la maîtrise pas, qu'on n'est pas au gouvernail du bateau, quoi. Et donc du coup, on n'est pas forcément sur notre juste chemin de vie et d'incarnation. Parfois oui, parfois non, parce que du coup, en fait, on ne sait pas. En fait, pour moi, tout part de l'introspection, de la connaissance de soi, de l'accueil, de l'écoute de soi, puis après du lâcher prise du mental. Tout ça, ça participe à pouvoir développer ses sens et pouvoir être à sa place. C'est un chemin autant de développement personnel. La médiumnité, c'est quelque chose d'hyper intime qui vient toucher notre être et développer des capacités comme ça, à mon sens, ça ne peut pas se faire sans passer par un chemin personnel de développement de soi, d'écoute de soi, de compréhension de soi, de guérison de soi, etc., etc. Et puis c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie, hein, pas juste une fois, parce qu'on continue d'apprendre et de se guérir tout au long de sa vie et je pense jusqu'à la fin, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est plutôt génial parce qu'on continue d'avancer et d'évoluer encore et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça dans mes 18-20 ans. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et à vraiment, la spiritualité a pris une part importante de ma vie à cette période-là. Et puis, du coup, j'ai commencé à me faire des autosoins énergétiques, etc. En plus, mon grand-père conjurait par la prière, donc c'est quelque chose qui était déjà dans la famille, mais en même temps, j'étais un peu le mouton noir parce que dans mes proches, je suis la seule personne qui a développé ça. Euh, mais par contre, mon grand-père lui conjurait, même si il n'avait pas eu le temps de transmettre ça à ma mère comme il aurait voulu. Donc je restais la seule dans ma famille, ce qui n'est pas toujours facile, parce que j'ai dû vivre mon hypersensibilité et mes perceptions toute seule. Et en même temps, j'avais la force de le faire parce que je suis arrivée dans un contexte de vie qui a fait que j'ai développé un sens de la survie assez important, avec une force de caractère qui m'a permis de toute façon d'aller de l'avant et de pouvoir faire face à tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les enfants d'aujourd'hui qui, pour certains, ont besoin de cet accompagnement-là et d'être rassurés. Moi aussi, j'avais besoin d'être rassurée, mais j'étais capable de m'en sortir parce que j'étais déjà très autonome déjà quand j'étais petite. D'ailleurs, on me laissait beaucoup toute seule et me débrouiller pour cette raison parce que j'étais hyper indépendante et hyper autonome. Et donc, c'est comme ça que je m'en suis sortie aussi toute seule, malgré ces choses qui me faisaient peur. Etc. Donc j'ai avancé comme ça dans ma vie. Après, autour de mes 23 ans, j'ai vraiment laissé prendre plus de place le magnétisme de manière assez intuitive aussi, mais j'ai aussi fait beaucoup de formations. Puis au bout d'un moment de quelques années, je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus besoin de ces formations parce que moi, je fonctionnais de manière libre et intuitive en canalisation avec les guides. Et c'est bien d'avoir plein de formations pour apporter des supports, apporter des bases, mais une fois qu'on a compris l'idée, quoi, il faut être libre aussi de canaliser d'autres énergies qui soient encore plus justes et bonnes pour les personnes. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté, mais j'en ai fait vraiment plein quand même. Parce que j'avais besoin de me nourrir de tout ça, puis que ça me mettait en joie d'être dans ce milieu-là aussi, puis de me nourrir de tout ça. Donc voilà, que vous dire de plus, les esprits des défunts sont venus à moi beaucoup, avec des expériences pas très glorieuses et pas très joyeuses pour moi, parce que ça me faisait quand même flipper. Jamais
cette expression, mais ça me faisait flipper sa race. C'est la première fois que je dis ça, mais là j'avais envie de le dire. Donc ouais, des trucs comme les fenêtres qui se déverrouillent comme ça devant moi, qui s'ouvrent en grand, mes chiens qui partent à l'autre bout de la maison, complètement apeurés, qui passent une semaine sous le canapé, complètement apeurés et tout. Enfin non mais franchement, au niveau des âmes, j'ai vécu des trucs qui m'ont foutu les jetons pas possible. Puis à un moment donné, j'ai compris que les âmes, elles étaient comme nous en fait. Nous, si on était mort et qu'on en était conscient ou pas, et qu'on avait envie de parler avec des personnes, qu'est-ce qu'on voudrait? La seule chose qu'on voudrait, c'est être entendu. Et oui, je te vois, oui, je t'entends. Et en fait, là, quand j'ai compris ça, et que c'était ni plus ni moins des êtres qui avaient vécu aussi comme moi, et comme les gens qui sont autour de moi, je me suis dit, ok, en fait, ils ont autant besoin d'amour et d'écoute que les vivants. Et j'ai commencé à leur parler. Mais par contre, au tout début, dans ma vingtaine, je ne savais pas quoi leur dire, je ne savais pas faire du passage d'âme. Donc je commençais à leur dire, bah écoutez, je vous entends, je vous perçois, je comprends pourquoi vous êtes là, mais moi, je ne suis pas en capacité de vous aider à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas les compétences. Donc je vous demanderai de bien falloir quitter les lieux, s'il vous plaît, pour que ma famille et moi, on puisse retrouver notre sérénité. Merci. Et en fait, ce simple dialogue, la plupart, enfin 99% du temps, je n'étais plus embêtée. Plus de coups qui tapaient contre les murs, plus de sentiments de vent bizarre, plus de sentiments de sensation d'avoir un esprit qui pousse dans mon dos, qui voulait rentrer en moi. Ça c'est flippant aussi, hein. Franchement, quand on est jeune, c'est super flippant. Plus de portes qui s'ouvrent, de lumière qui vacille bizarrement sans raison. Bon, bref, en plus c'était un hall de gare, hein. C'était un ancien hôtel où j'habitais et il y avait du passage, un truc de fou, il y avait vraiment du monde, hein. Mais bon, du coup je leur disais ok non je suis pas capable et ils partaient et du coup on retrouvait notre tranquillité. Et donc s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise mais que vous ne maîtrisez pas encore vos capacités de médium mais que vous voulez que ça s'arrête, bah écoutez-les simplement et demandez-leur, parce que la plupart du temps ça suffit, je dis bien la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps ça suffit parce qu'ils ont juste besoin d'être entendus, vus, et si on leur demande gentiment et qu'on les traite comme des humains, entre guillemets, bah ça se passe bien quoi, et ça suffit. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai compris que je pouvais dialoguer, qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir peur. Bon, j'ai pris sur moi hein, au début parce qu'au début c'était quand même difficile. Et puis je me suis armée, j'ai fait mes bulles de protection, j'ai demandé à mes guides d'être là pour moi, et puis petit à petit je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et puis j'ai commencé à faire du passage d'âme, ou ce que j'appellerais plus aisément de l'élévation d'âme. Parce que les vrais passages d'âme, c'est des passages où on les force à partir, hein. C'est les hantises, quoi, les âmes qui veulent pas partir. Ça, en réalité, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est pas tous les jours qu'on en rencontre. La plupart, c'est des âmes qui soit sont pas conscientes qu'ils sont décédés, soit ont besoin d'être entendues, soit ont besoin de faire passer un message à des vivants avant de partir, en tout cas dans mon cas. Et en fait, le simple fait de faire tout ça et de dialoguer avec eux suffit à ce qu'ils puissent s'élever par eux-mêmes. Donc on appellerait plus ça de l'élévation de l'âme que du passage, puisque c'est pas moi qui ai forcé le passage et qui les ai emmenés là-haut. Et les passages d'âme, c'est presque plus des hantises ou des gens qui vraiment veulent pas partir et qu'il faut vraiment faire un travail. Et là, c'est pas en une heure ou en quelques minutes avec une visualisation qui suffit. Des fois, il va falloir travailler pendant des jours et dialoguer et, et, et voir poser des limites et j'arrive pas à trouver le mot, mais bah, trouver un terrain d'entente quoi des fois. Il y a des vrais passages d'âme quoi, ils peuvent demander plus longtemps, mais la plupart des passages sont en fait des élévations d'âme où ils s'élèvent tout seuls par un simple dialogue, en ayant voilà, en ayant fait une démarche, en leur permettant de voir la lumière, d'ouvrir un canal pour eux, de transmettre un message à un défunt. Moi je sais que les âmes qui venaient à moi, elles venaient très souvent, pas tout le temps, hein, mais elle venait très souvent pour me demander de transmettre un message à un défunt. Euh, je sais pas pourquoi, c'était comme ça, elle avait besoin de ça avant de partir. Et puis, il y en a d'autres qui voulaient pas partir, il y en avait d'autres, c'était leur choix. Et il faut pas oublier qu'il y a le libre arbitre. Alors, une âme qui est dérangeante, oui, on va la faire partir, mais si elle dérange personne, je sais que je vais pas me faire que des amis chez les médiums en disant ça, mais moi, il y a des âmes que j'ai rencontrées que j'ai pas passées dans la lumière, parce qu'ils ne voulaient pas, et j'ai tout fait pour lui montrer, j'ai ouvert le canal, je lui ai proposé, mais s'il veut pas, et malgré tout, et qu'il pose pas de problème à la personne, de perturbation énergétique ou quoi que ce soit, ça, qui je serais moi pour le forcer à partir en fait. Mais après, je sais que tous les médias ne seront pas d'accord avec ça, moi c'est ma vision des choses. En tous les cas, libre arbitre, libre arbitre, libre arbitre, comme en soins, comme en guidance, comme avec les défunts. Pour moi c'est hyper important. Ceci dit, j'ai appris comme ça à faire des élévations d'âme, à dialoguer avec les âmes, à transmettre leur message aux vivants, avec ce même miroir de tout ce qui se passait dans ma tête, à travers tout ce qui m'envoyait.
Et puis aussi à faire des passages d'âme et des hantises, même si c'est franchement pas ma tasse de thé, parce que j'aime pas ça du tout et c'est pas ce que je préfère dans la médiumnité. Puis ça tombe bien parce que c'est pas mon cœur de médium, c'est pas ce que je fais le plus. Donc du coup je suis assez tranquille, mais ça m'est quand même arrivé d'envoyer plein d'âmes en même temps et poser mes limites, et leur dire ok mais pas dans ma maison, ça va être ici dans le jardin et à telle heure et tel jour et on fera tout ça tous en même temps. Il faut pas hésiter à poser ses limites d'ailleurs en bienveillance, avec gentillesse, mais à poser ses limites et à dire comment ça va se passer. Sinon des fois on se laisse envahir et c'est open bar, donc il faut quand même être clair, mais avec bienveillance. Donc j'ai appris à faire des passages d'âme, même chose avec mes guides, et avec mes lectures, mes rencontres, mes formations, enfin plein de choses. Je me suis pas forcément formée à ça, mais je dirais que ça a été un ensemble de choses qui m'a formée dans le temps, puis que mes guides m'ont formée aussi. Et puis tout ça s'est confirmé par après mes lectures et autres dans le temps en fait, mais il y a plein de façons de faire en fait, il y a plein de manières de faire, donc il ne faut pas non plus s'enfermer dans une façon de faire. Et du coup moi ça s'est fait dans le temps au fur et à mesure des années. Puis quand je reçois leurs messages, c'est pareil, tout le monde est différent, mais j'avais vraiment une sensation physique. D'abord, c'est comme si d'un seul coup j'étais comme happée dans un état modifié de conscience, avec une conscience comme si d'un seul coup j'étais plus tout à fait là, je sais pas comment expliquer ça. Puis je commençais à avoir des picotements, notamment au niveau de la tête, et là je commençais à avoir des ressentis. Et là je me dis ok, je comprends que je suis pas toute seule, et qu'il y a quelqu'un dans cette maison, dans cet espace, etc. Et une fois que j'ai compris ça, après il va y avoir les ressentis corporels, émotionnels, les pensées, les images, et toutes ces informations qui en général permettent d'abord d'identifier la personne en premier, et après de transmettre un message et de dialoguer. Puis après, en définitive, j'ouvrais un canal, je permettais à la personne d'élever son âme, de monter dans la lumière, etc. etc. Donc voilà, ça se faisait dans un deuxième temps. Que vous dire par rapport à ça? Le passage d'âme, ok. Ces dernières années, je fais presque plus de passages d'âme d'animaux qui viennent à moi. Mais alors pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Que d'humains, parce que je pense que par palier, en tout cas, moi mes guides m'envoient des fois des paliers où je fais beaucoup de contacts défunts, d'autres où je fais beaucoup de passages d'âme, d'autres où je fais plus de soins que de guidance, d'autres où je fais que des guidances. Enfin, je sais pas, il y a des espèces de paliers comme ça. Il me faut jamais faire tout en même temps. Enfin, aussi, mais il y a toujours quelque chose de prépondérant à des périodes de vie. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a longtemps que je me pose plus de questions, et tant mieux parce que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, je le fais parce que je peux le faire et que ça fait partie de mon rôle aussi, mais voilà. J'aime me considérer comme, en tant que passeuse, comme une passeuse. Une passeuse pour moi, une passeuse d'âme, c'est pas juste une passeuse d'âme défunt. Une passeuse d'âme, c'est aussi une passeuse du vivant. Et moi, dans ma conscience, dans mon savoir intérieur, je me suis aussi toujours considérée comme une passeuse du vivant. C'est-à-dire, oui, je passe les âmes des défunts dans la lumière si je peux, mais je suis aussi beaucoup une passeuse du vivant, c'est-à-dire à l'incarnation, aider à l'incarnation, et aussi une passeuse du vivant dans le sens aider les gens dans leur transition, dans leur passage de vie. Et c'est aussi être passeuse que de faire ce travail-là, pour moi. Là encore, c'est une définition qui m'appartient et qui m'appartient dans ce qu'on m'a transmis avec mes guides et dans ce que je ressens. Mais tout le monde, les médiums ne seront peut-être pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je me considère aussi comme une passeuse du vivant, et ça prend plus de place que les passages dans la mort, même si c'est important aussi. Mais en ce moment, je fais moins de passages et plus de contacts défunts. Par contre, il y a beaucoup de défunts qui se présentent dans les soins, dans les guidances, dans les formations, et parce qu'en fait, ils viennent apporter leur énergie de soin pour les personnes, et c'est d'ailleurs radicalement efficace. Donc, j'hésite jamais quand il y a un défunt qui se présente. Enfin bon, bref, voilà. Après, j'ai beaucoup développé. J'ai fait un burn-out en 2012-2013. Et là, je me suis dit, ok, il est temps pour moi de démarrer mon activité, de faire quelque chose. Mais à cette époque-là, j'étais dans une vie qui m'enfermait complètement, avec un conjoint qui n'était pas du tout ouvert à la spiritualité, à qui ça faisait peur. Et moi, je me définissais déjà par la spiritualité, c'est-à-dire que c'était pas juste quelque chose que j'aimais, c'était moi quand même, ça a toujours fait partie de moi, c'est une grande part de moi. Et du coup, j'ai tout essayé, j'étais jusqu'au bout de cette relation qui a duré 10 ans, et puis au bout d'un moment, du coup, à la fin de ce burn-out, j'ai dit, bah voilà, moi je suis arrivée au bout, j'ai tout essayé, j'ai essayé de le faire avec le plus d'amour et de bienveillance possible. Donc j'ai mis fin à cette relation, et quelques mois après, je rentrais dans une formation de coaching pour devenir coach certifié. J'ai fait une formation de coach certifié d'État avec la Haute École de Coaching.
Et j'ai commencé comme ça, c'était une manière de me cacher derrière un diplôme, hein. On sait qu'en tant que thérapeute, on est les trois quarts, on doit passer par le syndrome de l'imposteur, on doit dépasser ça, ça c'est sûr et certain. On doit apprendre à se faire confiance et à comprendre. Voilà, même si ça faisait 10-15 ans que je faisais ça déjà non professionnellement, ça n'empêche pas qu'on doit tous passer à un moment donné, pour beaucoup, par ce stade-là. C'est normal, ça fait partie de notre chemin. En tout cas pour beaucoup. Et donc du coup j'ai commencé par être coach certifié et puis j'étais bien contente de ma plaque coach certifié, tu vois. Vraiment je me cachais un peu là-dessus, sauf qu'en fait j'étais hyper frustrée parce que dans la posture du coaching il n'y a pas de médiumnité, il n'y a pas de soins énergétiques et je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible. Et dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai dit non, moi je vais pas coacher de cette manière-là, je vais garder tout ce que j'ai appris qui est une base vraiment utile et géniale en coaching, mais je vais rajouter la médiumité, je vais rajouter les soins énergétiques. Et là j'ai créé mon activité en 2016. Et puis ça s'est envolé. Voilà. Donc ça c'était génial, j'ai trouvé ma place, le sentiment de j'ai toujours été bien dans mes métiers. D'ailleurs tous les métiers que j'ai fait, c'est bizarre, j'étais dans un métier qui avait rien à voir avec la formation, mais partout où je passais je me retrouvais à former les gens. J'avais des gens, genre je suis arrivée depuis 2 mois, les gens viennent me voir pour me poser des questions à moi, c'était tout le temps comme ça que ça se passait. Je me suis retrouvée à faire du coaching professionnel et des formations dans une grande majorité des missions, des postes que j'ai eu, alors que c'était pas des postes qui faisaient ça à la base, et à laisser une trace de mon travail et de quelque chose pour d'autres partout où je suis passée. C'était comme ça. C'était comme ça, j'étais vraiment destinée à transmettre en fait et à former. La formation, c'est quelque chose d'hyper important pour moi dans ma place professionnellement aujourd'hui. Et ça a toujours fait partie de ma vie, même dans d'autres sphères. En fait, ça a toujours été là. Pour moi, c'était une évidence. D'ailleurs, je dis tout le temps, qu'est-ce qui a toujours une évidence pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui a toujours été là? Et des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Moi, c'est le chant, le son, cette écoute, le sentiment d'être un guide, et puis de transmettre, ça a toujours, toujours, toujours été là en fait, absolument tout le temps. Donc j'ai toujours fait ça, mais en 2016 j'ai créé mon activité, puis j'ai commencé vraiment à transmettre, et puis très rapidement après j'ai commencé à faire des formations dans les 2 ans qui ont suivi. Et puis voilà, après ma médiumnité a continué à se développer. En fait, la médiumnité et la pratique, elles n'arrêtent jamais de se développer. En fait, on avance par paliers, et plus on s'élève, plus on est prêt à intégrer de nouvelles énergies, de plus hautes énergies, ou d'autres énergies qu'on ne connaissait pas encore, parce qu'il y a tellement d'énergie dans le monde subtil, dans l'univers, qu'il n'y a pas qu'une façon de fonctionner. Donc on en a pour un moment, et même au-delà d'une vie, à tout apprendre, hein. Et on n'est pas forcément censé tout faire et tout apprendre non plus. Il faut écouter ce qui vient à nous. Par exemple, voilà, des gens qui veulent absolument connaître leur animal totem, bah, s'il n'est pas venu à toi, est-ce que vraiment c'est important? Alors que tu entends tes guides, tu travailles avec d'autres façons de fonctionner, bah voilà, est-ce que vraiment c'est important? Il y a tellement de manières de faire. Laissons accueillir à nous, venir à nous, ce qui est juste pour nous, et on n'a pas besoin d'être partout. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui s'y perdent dans le monde spirituel parce qu'ils essayent d'aller un peu partout, puis finalement c'est trop, puis ils s'y perdent. Bah, il vaut mieux laisser venir à nous ce qui nous parle, laisser le reste, et puis c'est comme ça petit à petit qu'on grandit graduellement, puis qu'on avance. Et puis, puisque vous avez les réponses et que vous savez vers quel chemin aller, est-ce que c'est important de forcément connaître son animal totem, de maîtriser tous les supports? Pas forcément. Pas forcément, il y a plein de manières de faire, et de toute façon on ne pourra jamais tous les maîtriser dans une vie, alors autant aller vers ce qui nous parle le plus et ce qui nous est le plus fluide et naturel. Mais en tout cas, ça aussi, ça m'appartient. Euh, donc bref, j'ai beaucoup travaillé avec plein d'énergie dans ma médiumnité. Euh, il y a 3-4 ans, j'ai fait une reconnexion vraiment aux énergies galactiques et notamment au peuple des Pléiades, mais pas seulement. Et ça a été très fort. Je me suis mis à parler le langage de lumière. Moi, il faut savoir que je suis une médium très terre à terre, c'est-à-dire que je ne transmets que ce que j'expérimente. J'ai vraiment un côté hyper terre à terre et j'aime démystifier la spiritualité pour ramener de la simplicité parce que c'est naturel tout ça. C'est des choses qu'on est censé faire et pouvoir faire naturellement, mais qu'on a juste oublié. Et puis parce qu'on vit dans un monde très cartésien, c'est difficile de croire en fait et de faire conscience à tout ça. Mais en réalité, c'est très naturel. Donc j'adore démystifier tout ça et ramener du pragmatisme dans la médiumité, même si c'est très subtil et que ça demande d'avoir la foi bien évidemment, mais j'aime ramener du pragmatisme aussi là-dedans, dans mes formations notamment. Et donc, pour moi, je savais que ça existait, le langage des lumières, les peuples galactiques, mais ça restait très loin de moi à cette époque, il y a 3-4 ans, parce que j'étais pas connectée à ces énergies-là. Donc quand c'est revenu à moi, je me suis mis à parler, chanter pendant 1 heure en langage de lumière, et je m'étais jamais entendue chanter de manière aussi... Puis ça m'a débloqué le chakra de la gorge, ça faisait quand même... depuis mes 8-9 ans que je chantais, et puis je m'étais fait un blocage à 11 ans en chantant devant 1000 personnes, et j'arrivais plus à chanter en public après. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma vie. Je ne pouvais plus chanter en public alors que j'essayais
me pousser, mais je chevrotais, j'étais en stress pas possible et tout. Et dans les semaines et mois qui ont suivi ma reconnexion aux Pléiades, avec un travail sur le chakra de la gorge qu'ils sont venus me faire, je me suis mis à pouvoir chanter en public et surtout pouvoir utiliser ma voix en chant thérapeutique dans mes soins, en chant de l'âme, en chant canalisé avec des énergies, notamment d'Isis, des archanges et autres. Et en 6 mois, en quelques mois, c'était fait. Alors que c'était un problème qui me bloquait depuis plus de 20 ans. Donc bref, j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai commencé à me reconnecter à d'autres énergies, donc les peuples des Pléiades, Lémuriens, Atlantes, et à travailler avec ces énergies-là. Où là, on est dans des énergies vraiment un plus hautes, mais je n'étais pas prête avant en fait. Elles sont venues à moi à ce moment-là parce que j'étais prête à faire ce chemin-là à ce moment-là. Mais 7 ans auparavant, j'étais pas prête. Donc c'est ok. C'est ok. Depuis plus d'un an, je suis dans une dimension de soins quantiques. J'étais reconnectée vraiment aux soins quantiques et aux soins multidimensionnels. Là, on est encore dans une autre densité de soins. Vraiment, ça nécessite de. Puis quelquefois, dans certains soins, on me demande de travailler en incorporation. C'est-à-dire, c'est pas une incorporation corporelle, mais c'est quand même une incorporation où vraiment je laisse complètement ma place. Et moi, ma conscience, elle est plus là du tout. Elle est complètement ailleurs. Et je laisse complètement ma place à certaines énergies en qui j'ai confiance, puisque j'ai un guide spécifiquement qui m'accompagne dans ma médiumnité, qui est venu pour m'accompagner quand j'ai eu cette reconnexion à ces énergies-là, et qui est nouveau et qui depuis m'accompagne ces dernières années, mais que j'avais pas avant ça. Et je pense qu'on a tous un guide qui vient à un moment donné vraiment spécifiquement pour nous aider dans notre médiumnité quand on dépasse certains paliers. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup d'autres personnes parler de ça, donc je pourrais pas certifier, mais je pense que beaucoup ont un nouveau guide qui apparaît quand on passe certains paliers comme ça au niveau de la médiumnité. Et du coup, maintenant, soins quantiques. Donc, bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça évolue graduellement et que finalement, c'est plus une question de travail personnel. On peut se contenter de recevoir et de dire ah, c'est génial, c'est magique, mais la vraie magie, elle ne se trouve pas dans les signes et dans ce qu'on reçoit. Elle se trouve. La médiumnité, c'est un chemin qui peut-être vous paraîtra professionnel, mais c'est avant tout un chemin personnel. Donc, on ne peut pas désimbriquer notre vie, notre histoire, notre personnalité de notre médiumnité. Parce que ça va de pair en fait. On est médium, c'est nous qui sommes médiums. Et moi, je suis médium. Donc en fait, c'est forcément lié à notre évolution personnelle, notre capacité de développer nos propres sens et de monter comme ça des paliers au niveau de notre médiumnité. Pour moi, c'est forcément lié, ça veut dire faire un travail puissant sur soi, de guérison, de libération au fur et à mesure. Il faut suivre le mouvement. Je dis souvent, quand on suit le mouvement, on est toujours à notre juste place au bon moment, au bon endroit. Plutôt que d'être resté coincé dans un coin suite à une histoire et de rester dans un trou, finalement se défaire de notre chemin. Il faut suivre le mouvement, même si ça veut dire passer 3 ans de merde, où on doit guérir et on doit attendre, mais au moins on avance sur ce chemin-là qu'on fait un pas après l'autre, on avance, et un jour on regarde en arrière, et puis ça y est, on est en haut de la montagne, et on a enfin commencé quelque chose d'autre. Mais si on est resté coincé dans notre problème et qu'on n'a pas avancé, bah on n'est plus sur notre juste chemin, ni au bon endroit, et donc on n'est plus à notre place. Et voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est la résilience, c'est continuer à avancer encore et encore, en sachant que de toute façon, il y aura un autre haut, et un autre bas, et encore, parce que la vie est faite de cycles, et c'est comme ça. Et, et voilà, donc c'est génial de recevoir un signe, mais ce qui est mieux, c'est de se dire, ok, pourquoi je reçois ces signes ou cette abondance de signes, pour m'amener où, sur quel chemin, et peu importe que ce chemin nous plaise ou pas, peu importe que ça fasse peur, parce que la plupart du temps, c'est un chemin dans l'inconnu et on ne sait pas exactement où on va, où ça va nous mener en définitive, mais c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination, parce que si on cherche la destination, on la trouvera jamais. Par contre, sur le voyage, on peut faire tellement mille merveilleuses rencontres, expériences. Mais pour ça, il faut commencer par faire le premier pas. Hein. Comme on dit, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. C'est le voyage qui compte, pas la destination, pas où on va, pas si on a tel ou tel don. Ça n'importe pas. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on peut avoir des ressentis à l'instant T et de voir ce qu'on peut en faire à l'instant T, qu'est-ce qu'on en comprend et où on peut aller dans notre vie avec ça. Puis petit à petit, on avance et c'est comme ça qu'on développe. Pas en pensant à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas et puis qu'au final, on reste en place et on fait jamais rien. Donc voilà, pour moi, dans mon histoire, ce que j'ai appris, c'est vraiment ça. C'est je reçois des signes, ok, je comprends, j'ai appris à les comprendre, donc je comprends ce que vous voulez me dire, je comprends que vous voulez m'emmener dans ma vie. Il faut que je guérisse telle ou telle chose, que je lâche prise sur telle ou telle chose, que je fasse telle ou telle chose. Et la magie transformatrice, la magie, elle n'est pas dans le signe qu'on reçoit, elle est dans ce qu'on en fait et dans le résultat qu'on connaît après. Elle est dans ok, j'ai écouté, je comprends, je mets en action, j'y vais même si ça fait peur, même si je suis pas sûre, même si j'ai doute et je connais un résultat qui est tellement aligné, qui m'emmène tellement vers plus d'épanouissement, de liberté, de sérénité, tout ce qu'on veut, que du coup ça vient confirmer que j'ai eu raison d'écouter et donc du coup je gagne petit à petit en confiance en moi, en mes capacités, en mes dons et
une foi aussi en soi, en ses guides, en la vie, en l'univers. Et on construit une foi au fur et à mesure. Et plus on multiplie ça, on écoute, on accueille, on met en action, on connaît un résultat, plus on avance et plus on développe en même temps à la fois notre propre chemin de vie personnel et parallèlement notre médiumnité, nos dons et perceptions, puisque les deux sont imbriqués et vont de pair à notre évolution personnelle, à nos vibrations qui augmentent, à l'élévation de notre âme qui va avec. On est censé apprendre des choses pour nous élever, et à mesure qu'on élève notre âme à travers nos expériences de vie, on élève nos vibrations et on élève notre possibilité à aller vers d'autres capacités médiumniques qu'on n'avait peut-être pas au tout début de notre médiumnité. Moi, c'est ma façon de voir, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai pas vécu une médiumnité qui m'est tombée dessus et où j'ai dû, en 2 secondes, suite à un choc émotionnel ou je ne sais quoi, dire, avoir l'impression que je devenais folle et pas savoir quoi en faire. Et d'ailleurs, je souhaite vraiment, j'envoie tout mon amour aux personnes qui vivent ça parce que ça doit pas être facile. Moi, j'ai vécu avec toute ma vie et j'ai avancé graduellement avec depuis ma toute petite enfance. Donc, du coup, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été pas plus facile parce qu'il a fallu que je fasse des choix vraiment compliqués. Et la vie de médium, c'est pas une vie facile, hein, c'est une vie où on doit toujours travailler sur soi. Et des fois, on se dit, mais j'ai envie de me foutre la paix aussi un peu. Et on s'autorise des fois à se foutre la paix un petit peu, mais en même temps, on y revient parce qu'on doit avancer et qu'on sent qu'il faut qu'on avance et qu'on sait pourquoi on le fait et on finit toujours par y revenir. Mais c'est des vies qui sont pas faciles parce que ça demande un vrai travail sur soi tout le temps. Une remise en cause, souvent plein de questionnements, avoir des acquis, mais en même temps ne jamais s'arrêter là-dessus, aller toujours plus loin, toujours continuer à apprendre et ça s'arrête jamais. Donc c'est une drôle de vie, puis qui énergétiquement peut être puissamment fatigante à des moments, bouleversante, retournante, c'est des chemins initiatiques, ni plus ni moins. Donc c'est pas magique, mais si on se saisit de tout ce que l'univers nous envoie, bah, c'est quand même magique parce qu'on y trouve tellement, tellement de choses. Puis moi je dis souvent, les guides, ils sont dans le monde éthérique, ils sont pas ici sur Terre. Nous, on est incarnés dans un corps, dans la matière. Donc eux, ils peuvent nous envoyer tout ce qu'ils veulent, mais si on s'en saisit pas, il se passera rien en fait. Donc c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Donc à nous de nous saisir de tous ces signes, de toutes ces capacités qu'on a et surtout d'en faire quelque chose parce que c'est là que la magie transformatrice elle est, c'est là qu'on va s'élever, c'est là qu'on va se développer, qu'on va apprendre à acquérir, comprendre, maîtriser nos dons, nos sens. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, puis c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, avec tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera encore à l'avenir dans ma médiumnité, que je connais peut-être pas encore aujourd'hui. J'en ai encore tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans un soin, on m'a demandé de travailler avec des énergies d'élémentaux, notamment d'élémentaux avec les licornes et l'élément feu. Honnêtement, c'est un truc il y a des années, je t'aurais regardé avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais en fait, c'était hyper cohérent et ça marchait du feu de Dieu pour ramener de l'énergie vitale à la personne. C'est entre autres choses. Et c'est vraiment génial. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Le truc, c'est qu'en tant que magnétiseur, énergéticien, souvent, soit on donne de notre énergie, soit on canalise des énergies qu'on apprend à connaître. En tant que médium, on peut canaliser n'importe quelle énergie. Notre rôle, c'est d'être un intermédiaire entre le monde des morts et le monde des vivants, et entre notre monde et tous les mondes subtils, et toutes les énergies subtiles. Donc en tant que médium, moi, ma vision et ma définition, c'est qu'on est un intermédiaire qui peut, et on peut connecter quand on maîtrise nos dons, ou j'aime pas parler de dons, mais en tout cas quand on maîtrise nos perceptions, on peut connecter à n'importe quelle énergie dans l'éthérique à partir du moment où notre vibration et notre élévation, notre niveau d'élévation le permet. Et on n'a pas besoin forcément de comprendre, de connaître pour ça, parce que nos guides vont nous former et que notre rôle c'est d'être dans une posture de canal où on va pouvoir soit laisser la place à quelqu'un, à une autre énergie, à un être de lumière, soit faire nous-mêmes et faire confiance à ce qui vient et juste maintenir notre posture de canal, être concentré là-dedans pour être vraiment dans quelque chose de juste et aligné pour la personne. Et ça fonctionne tellement bien qu'au bout d'un moment on en est convaincu. Et partant de là, on peut apprendre à canaliser plein d'énergie, puis au bout d'un moment ce sont nos guides qui deviennent nos formateurs en fait. C'est plus les formations qu'on fait à côté parce que les meilleurs formateurs ce sont d'abord nos propres guides qui vont nous donner tout ce dont on a besoin. Moi des fois ils me demandent de travailler avec une énergie, en ce moment ils sont en train de me former sur des choses que j'avais jamais vues avant, sur les méridiens de médecine chinoise. Moi je travaillais moins sur le corporel, je faisais plus du magnétisme spirituel de l'âme. Donc les blessures transgénérationnelles, karmiques, recouvrement d'âme, soit multidimensionnel, quantique, galactique et planétaire. Je faisais aussi du magnétisme corporel, mais c'était pas forcément ma tasse de thé. En ce moment, je suis en train de revenir, même si je le connaissais déjà avant, mais
avec une autre manière de fonctionner en travaillant plus avec la médecine chinoise. Ils me demandent beaucoup de travailler sur les méridiens en ce moment, mais avec les diapasons thérapeutiques notamment, mais pas forcément à la manière de la médecine chinoise. Ils m'apprennent des choses vraiment hyper intéressantes en fait. Ce sont vraiment nos meilleurs formateurs, vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour ça, il faut être dans une capacité d'écoute à travailler avec eux, et donc il faut travailler en amont tout ce que je vous ai raconté avant, pour en arriver là et pouvoir travailler avec eux de manière complètement... c'est des partenaires quoi, c'est vraiment des partenaires dans le développement de notre médiumnité et dans ce qu'on va en faire et de comment on va aider le monde avec. Donc voilà, aujourd'hui, au bout d'un moment, en 20 ans, j'ai pas mal d'énergie dans ma besace, mais je ne les utilise pas tout le temps. Il y a la sonothérapie, avec les bols tibétains, bols de cristal, chant thérapeutique, le tambour, les diapasons thérapeutiques. Il va y avoir les énergies d'Isis et d'Osiris, les énergies mariage, je travaille beaucoup avec les énergies de Marie, que j'aime beaucoup, j'ai un protocole de soins que je transmets dans ces énergies-là. Mais il va y avoir les énergies christiques, les énergies angéliques, archangéliques, il va y avoir des énergies de la terre directement, comme la lune, le soleil, les éléments, l'eau, le feu, il va y avoir des éléments, les élémentaux, les fées, les dragons, ce genre de choses, entre autres les énergies salamandres, licornes et compagnie, qui existent dans l'éthérique, qui existent véritablement et auxquelles on peut faire appel. Il va y avoir les énergies galactiques, les Murkènes, Pléiadiennes, Atlantes, avec lesquelles on est dans une énergie de soin plus dense et on vient faire un travail vraiment particulier. Avec les énergies Atlantes, notamment, je travaille beaucoup dans le dégagement des entités, des dépendances, des décodages, des entités galactiques. Je ne vous ai pas parlé des entités, mais c'est un chemin aussi que j'ai fait évidemment dans ma médiumnité. Je vous ai parlé que des esprits, mais on apprend aussi évidemment à se défaire et à enlever des entités de l'astral, qui sont ni forcément ni bonnes ni mauvaises, mais qui existent. Il faut savoir que ça existe pour pouvoir à un moment donné s'en protéger, puis pouvoir les enlever chez les gens, puis se les enlever à soi-même. Donc ça c'est une autre histoire. Des énergies planétaires, j'ai pré-travaillé avec certaines énergies planétaires aussi, ça c'est encore quelque chose d'hyper particulier. Puis les soins quantiques, ça peut être aussi des soins chamaniques, enfin il y a plein d'énergies de soins aujourd'hui dans ma besace et puis dans la besace de gens qui font ça depuis longtemps aussi. En tant que médium, médium guérisseur en tout cas, médium énergéticien, médium magnétiseur, peu importe comment vous vous appelez. Certains vont être juste médium et certains vont juste être magnétiseur, voilà, après ça dépend des gens. Et puis vraiment, du coup aujourd'hui moi j'écoute ce que me disent les guides en fait de la personne. S'ils me disent va travailler avec telle énergie, je travaille avec telle énergie, puis je canalise dans l'instant, puis point. Et pour un ça va être de la sonothérapie puis des soins quantiques, et pour l'autre ça va être juste un soin plus classique dans les énergies archangéliques. C'est différent, chaque personne est différente et à chaque fois c'est différent. Et je m'adapte dans les soins que je fais de toute façon aux énergies que je perçois et à celles qu'on me demande d'utiliser pour les personnes et aux messages qu'on me demande de retransmettre, aux thèmes qu'on me demande de travailler. Comme ça, on est vraiment dans des soins hyper personnalisés. Donc voilà ce que je peux vous dire sur comment je fonctionne et comment j'ai nourri ma médiumnité, comment je la travaille aujourd'hui professionnellement dans mon activité de médium guérisseuse. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas, j'ai vécu et expérimenté tellement de choses en 20 ans que là, comme ça, j'ai pas tout en tête. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Des choses, si vous voulez partager des choses qui vous ont inspiré, vous ont donné des idées pour votre propre développement de vos capacités, n'hésitez pas aussi. Des choses que vous n'avez pas compris, ou des choses que vous aimeriez préciser, ou des choses auxquelles j'ai pas pensé, comment j'ai fait ci ou ça, et que je pourrais vous répondre, mais que là, comme ça, je pense pas à vous partager. Je pense que cette vidéo elle est déjà suffisamment longue, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai rien en tête à part vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelques années, tout ce que je faisais en formation et en soins, tout n'était pas canalisé. Canalisé, c'est-à-dire vraiment à l'origine des énergies guides. Je me laissais aussi un petit peu porter, et puis je voulais pas être dans... Tu vois, il y a des gens qui te disent bah non, bah, tu vas pas tout demander tout à tes guides, tout ça. Puis, effectivement, je n'étais pas comme ça. Sauf que ces dernières années, j'ai bien compris que en fait, mes guides me demandaient vraiment de... Bah, c'est vraiment un partenariat, de vraiment travailler avec eux au quotidien dans ma médiumnité. Surtout quand je suis passée à 100% libérale dans mon activité. Alors là, ça a été... ils m'ont envoyé des dons, des capacités médiumniques que je savais même pas que j'avais. C'est comme si on m'avait renvoyé tout le package, tout ce que je n'avais pas encore. Et pour me dire, bon bah voilà, maintenant t'es à 100%, on te renvoie tout ça. C'est fini maintenant de dire je prends qu'une partie puis pas le reste. Maintenant on te renvoie tout. Donc débrouille-toi avec ça, mais on est là quand même pour t'aider. En gros, c'était
c'était un petit peu ça. J'ai vécu une période pas facile, puis à un moment donné, ils me faisaient apprendre, ils ont voulu m'apprendre des choses un peu en me poussant par la peur pour libérer certaines choses très dures de ma vie. Et je dis ah non, hein, je posais mes limites, je dis ah non, 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 pas par la peur, ça je suis pas d'accord. Hein. Voilà, on s'est organisé ensemble, mais en tout cas, on travaille toujours ensemble. Et aujourd'hui, l'intégralité de mes soins, de mes guidances, de mes coachings, de mes formations, absolument tout est travaillé avec les guides, avec les énergies guides différentes. Les énergies guides, pas forcément mes guides à moi. Il y a mes guides, il y a les guides de la personne en fonction de ce que c'est, et d'autres guides, d'autres énergies. Et tout ce que je fais est canalisé, c'est-à-dire que tout ce que je crée en contenu, je crée ce qu'on m'invite à créer. C'est-à-dire j'ai une charge mentale en moins parce que je me demande plus où je vais, qu'est-ce que je fais en fait. Je sais d'avance parce qu'il m'envoie déjà tous les signes, toutes les infos. Et j'ai plus qu'à écouter, puis aller dans ce sens, puis je sais que j'y trouverai mon compte et que j'y trouverai plus du bien-être et qu'en plus ils m'enverront du monde parce que ça aura été canalisé. Et même le contenu, en fait, je leur demande ce qu'ils veulent que je mette dedans. Même si moi, dans mon mental, je sais déjà ce que je veux mettre dans une formation, par exemple, bah, je leur demande quand même, c'est quoi les étapes. En fait, je leur demande tout. Et du coup, j'ai une charge mentale de malade en moins. Et au moins, je suis sûre que j'ai de l'abondance derrière par rapport à ça. Et qu'en plus, c'est juste aligné pour moi et pour tout le monde. C'est comme ça que j'ai fait mon oracle divinatoire libération de l'âme aussi. Il est complètement canalisé. Je leur ai demandé les symboles, les mots, combien il y avait de cartes, tout, absolument tout. La seule chose que j'ai fait avec le mental, c'est la conception graphique, quoi, parce que je l'ai vraiment créé graphiquement. Mais techniquement, ce qu'il y a à l'intérieur, les énergies de soin, bah, tout a été canalisé. Et aujourd'hui, finalement, ça peut paraître contraignant, et en même temps, quand on est à l'aise dans l'échange avec ses guides, bah, en fait, c'est une charge mentale en moins. On a juste qu'à écouter, et on saura qu'on y trouvera notre compte. Et c'est ça qui est génial, parce que pas une seule fois en 20 ans, je n'ai eu à déplorer d'avoir écouté mes guides et mon âme, pas une seule fois. Et pourtant, je l'ai fait mais tellement de fois, des centaines et des centaines de fois, même dans la peur des fois d'avancer sur certaines choses qui me faisaient peur. Et jamais, pas une seule fois, je me suis dit j'aurais pas dû faire ça. Mais à chaque fois, en fait, tout le temps, j'ai eu l'impression toujours d'aller encore plus loin, encore plus haut. Et finalement, de me rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que c'était pas plus haut, plus loin, que c'était surtout plus loin, plus haut, mais toujours plus près de moi, toujours plus près d'une liberté d'être, d'un épanouissement, d'une réalisation de soi. Et donc, il faut vraiment travailler avec eux comme des partenaires parce qu'en fait, oui, c'est du don de soi quand on est sur des chemins où on doit donner aux autres. En tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand moi sur mon chemin c'était ça. Donc c'est beaucoup de don de soi, mais en fait on y trouve notre compte toujours. Donc si on fait confiance que oui, on doit se guérir, on doit dans le don de soi, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit suivre le mouvement de ce vers quoi il nous emmène, etc. Bah, si c'est juste pas ce que la société nous demande de faire, hein, là où nos guides nous invitent, et que c'est juste, de toute façon, on y trouvera notre compte en termes de liberté et d'épanouissement. Donc je ne me pose plus la question. Et du coup, je travaille en partenariat déjà depuis très très longtemps avec mes guides. Et c'est comme ça que je fonctionne avec ma médiumnité, aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ma petite histoire longue avec cette comme vidéo qui fait un peu plus d'une heure. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à partager et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé aussi. Si vous avez apprécié ou pas cette vidéo, en plus de vos questions, ce serait vraiment super gentil qu'on puisse pouvoir échanger puis qu'on puisse en discuter. Et puis voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Puis je vous dis à très vite.